Mes parents ont vendu ma maison de vacances de 450 000 $ que j'ai passé 12 ans à acheter et à construire. Lorsque j'ai découvert la procuration falsifiée, ma mère a froidement déclaré « Tu as toujours gaspillé de l'argent dans des choses insignifiantes. Nous avons besoin de cet argent pour assurer l'avenir de ton frère. » Je n'ai pas pu cacher mon sourire parce que la maison qu'ils ont vendue était en fait. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée où que vous soyez. J'aimerais beaucoup que vous partagiez dans les commentaires de quelle ville ou pays vous regardez et quelle heure il est là-bas en ce moment. Commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Ethan, et je suis ce que vous pourriez appeler le responsable de ma famille. À 35 ans, j'ai bâti une carrière décente en tant qu'architecte, un métier qui exige de la précision, de la patience et un sain respect des bases solides des qualités qui semblent avoir fait cruellement défaut dans ma propre maison pendant ma croissance. C'est drôle, n'est-ce pas, comme nous nous dirigeons souvent vers des professions qui comblent un vide, ou peut-être reflètent une protestation silencieuse contre le chaos que nous avons connu. Ma famille, que Dieu les bénisse, a toujours semblé préférer les grands gestes, les stratagèmes tapent à accent grave l'œil plutôt que la construction lente et régulière. Le poids de leurs choix, de leurs rêves, s'est souvent déposé sur mes épaules, invisible, inavoué. Je me souviens encore du goût amer et rance du café de station-service sur ma langue, la seule chose qui me tenait éveillé pendant ces nuits de route à l'université non pas pour bûcher pour mes examens finaux, mais pour terminer des travaux de dessin freelance. L'argent n'était pas pour les manuels scolaires ou les nouilles ramen, il était directement viré à maman et papa après que le dernier investissement incertain de papa s'était effondré, les laissant face à un autre paiement hypothécaire qu'ils ne pouvaient pas honorer. Ou cette fois où je faisais mes bagages pour mes premières vraies vacances, un voyage de randonnée à travers les Sierras pour lequel j'avais économisé pendant plus d'1 an. L'appel est venu de maman, sa voix un mélange soigneusement construit de panique et de déception. Léo, mon jeune frère, le garçon génie proclamé de la famille, avait besoin d'une caution. Juste une étourderie de jeunesse, Ethan, avait dit maman, son ton écartant l'accusation de conduite imprudente et de dommages matériels comme de simples débordements d'énergie. Mes chaussures de randonnée sont retournées dans le placard, l'odeur de pain et d'aventure s'est estompée avec elles. C'était le rythme de nos vies, Léo trébuchait, je le rattrapais, et maman et papa lissaient le récit. Mais au milieu de cette vie tranquille de responsabilités assumées, je nourrissais un rêve, un morceau tangible de réconfort que je construisais de mes propres mains, le cottage des pins murmurants. Ce n'était pas seulement une structure de bois et de pierre, c'était 12 ans de ma vie, mes économies, ma sueur, se cristallisant en un sanctuaire sur les rives du lac Miller. Je l'ai trouvé par accident, une coquille délabrée, oubliée, à moitié engloutie par du lierre envahissant, ses fenêtres comme des yeux vides fixant l'eau. Ça sentait la pourriture et les vies oubliées, l'humidité d'un endroit qui s'était rendu aux éléments. Mais j'ai vu les os solides en dessous, les solives robustes, la cheminée en pierre de taille qui se tenait toujours fièrement. L'agent immobilier m'avait regardé comme si j'étais fou. C'est à démolir, fils, avait-il dit, en secouant la tête. Mais je ne voulais pas le démolir, je voulais lui redonner vie. Et ainsi commencèrent les week-ends perdus au travail, les jours de semaine passés à se pencher sur les plans que j'avais dessinés moi-même. Chaque coup de marteau, chaque planche soigneusement poncée était une méditation. J'ai appris à lutter avec des plomberies récalcitrantes, à faire passer l'électricité à travers de vieux conduits, à parfaitement assembler des moulures jusqu'à ce que mes doigts soient à vif et que mon dos crie de protestation. L'odeur du cèdre vieilli mélangée à la peinture fraîche est devenue mon parfum. La chaleur du soleil sur la nouvelle terrasse installée, où je m'imaginais déjà comme un vieil homme regardant des petits-enfants inexistants apprendre à faire des ricochets sur l'eau, c'était ma récompense. Les pins murmurants n'étaient pas seulement une maison, c'était mon cœur rendu tangible. Mon plan était d'en faire un petit éco-retraite, un endroit où d'autres pourraient trouver la même paix que je trouvais dans son embrassement tranquille. Ma famille, cependant, le regardait avec un mélange de confusion et de léger dédain. Ma mère, Eleanor, une femme dont le charme était aussi poli que son argenterie, ne pouvait pas comprendre pourquoi je dépensais mon argent et mon énergie dans cette vieille baraque, comme elle l'appelait. Son amour, j'avais lentement réalisé, était conditionnel, lié aux apparences, à la façon dont nous reflétions sa vision d'une famille réussie. C'est pour le bien de la famille, Ethan, tu comprendras un jour, était sa phrase favorite chaque fois que ses décisions ressemblaient davantage à des décrets. C'était un gant de soie sur un point de fer. Mon père, Richard, était un homme plus doux, plus malléable. Il avait autrefois des ambitions, mais une série de faux pas financiers l'avait laissé perpétuellement anxieux, s'accrochant à l'espoir que Léo serait celui qui rétablirait la fortune de la famille, et peut-être son propre ego blessé.
Il était complice d'Eleanor, la défiant rarement, son silence étant une forme de consentement. Et puis il y avait Léo, mon frère, de 5 ans mon cadet mais à des années-lumière d'avance en termes d'adoration parentale. C'était l'enfant prodige, d'un charisme sans effort, doté d'une capacité étrange à convaincre mes parents que son prochain projet farfelu était celui qui les propulserait enfin tous dans la stratosphère. Il était, pour le dire pudiquement, allergique au travail acharné, préférant vivre dans la chambre d'écho de sa propre brillance imaginaire. Il avait un jour visité le cottage en pleine rénovation et avait inspecté mes efforts couverts de poussière avec un sourire narquois. Toujours en train de jouer avec ton petit projet de terre, Ethan, avait-il demandé, avant de se lancer dans un monologue sur une nouvelle application révolutionnaire qu'il conceptualisait. Le premier vrai tremblement, celui qui aurait dû m'ébranler jusqu'aux os, est arrivé quelques mois avant que tout ne s'effondre. Léo, naturellement, avait une autre entreprise incontournable, une plateforme de médias sociaux basée sur la crypto-monnaie qui allait, selon ses mots, redéfinir la communication mondiale. Il avait besoin d'un investissement substantiel, et rapidement. Mes parents, comme on pouvait s'y attendre, se sont tournés vers moi. Il y a eu un dîner de famille, l'odeur du poulet au romarin de maman était exceptionnellement écœurante. La conversation a glissé avec une aisance exercée vers le génie de Léo et son besoin urgent de capitaux. Je me souviens de la pression, épaisse et suffocante, de la façon dont les yeux de Léo se rétrécissaient en fente calculatrice lorsque j'ai expliqué que je ne pouvais pas simplement liquider mes économies pour la retraite. Maman avait soupiré, ce son théâtral et résigné qu'elle avait perfectionné. Oh, Ethan, toujours si prudent. Parfois, il faut risquer gros pour gagner gros. J'avais cédé, partiellement, leur donnant une somme qui était importante pour moi, mais bien moins que ce qu'ils avaient espéré. La tension dans la pièce ne s'est pas dissipée, elle s'est figée, froide et dure. Cela aurait dû être mon dernier avertissement, la sirène hurlante que j'ai choisi d'ignorer. Un mois plus tard, une opportunité s'est présentée dans mon cabinet, une mission de 3 mois à l'étranger, la gestion d'un projet prestigieux à Singapour. C'était un moment décisif pour ma carrière, que je ne pouvais pas refuser. J'ai pris des dispositions, fait mes valises. J'ai laissé un double de clés de mon appartement principal au pas du cottage, qui était sécurisé séparément, du moins c'est ce que je croyais à mes parents, pour arroser les plantes, avait-il dit, pour vérifier le courrier. Un acte de confiance de routine, le genre de choses que les familles font. Ou du moins le genre de choses que je pensais que les familles faisaient. L'ironie, avec le recul, est une pilule amère. Je construisais des fondations à l'autre bout du monde alors que celle sur laquelle je me tenais à la maison était sur le point d'être dynamitée. Les premières semaines à Singapour ont été un tourbillon. Le travail était exigeant, les heures longues, mais je me nourrissais du défi. L'humidité était un choc, une couverture épaisse et humide qui vous collait dès que vous sortiez, si différente de l'air vif que j'associais au pain murmurant. Pourtant, il y avait une énergie dans la ville, un bourdonnement d'innovation qui résonnait avec mon âme d'architecte. Pendant un petit moment, j'ai presque oublié l'inquiétude lancinante qui s'était installée dans mon ventre avant de partir, cette amertume légère et persistante du dernier dîner de famille. Puis les murmures ont commencé. Pas dans mon esprit, mais sur la ligne grésillante d'un appel international. Madame Henderson, ma voisine d'une 60aine d'années au lac Miller, une femme gentille qui surveillait le cottage quand je n'étais pas là, m'a laissé un message vocal tronqué. Sa voix était faible, inquiète. Ethan chéri, c'est Martha Henderson. Je pensais que tu devrais savoir, il y a eu des gens, eux, qui ont l'air plutôt permanents chez toi. Les lumières allumées à toute heure, des voitures que je ne reconnais pas. L'appel a été coupé brusquement, perdu dans la vaste distance qui nous séparait. Mon sang s'est glacé malgré la chaleur tropicale qui entrait par la fenêtre de mon appartement. Permanente ? Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? J'ai essayé de la rappeler immédiatement, puis encore 1 heure plus tard. À chaque fois, l'appel tombait directement sur son répondeur, sa voix enregistrée joyeuse contrastant fortement avec l'anxiété qui me rongeait désormais l'intérieur. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être avais-je oublié de lui parler d'une équipe de maintenance que j'avais programmée. Mais je n'avais programmé personne. Peut-être que c'était un malentendu, un jeu de lumière sur le lac. Mais Martha n'était pas sujette aux fantaisies. L'inquiétude s'est solidifiée en une froide terreur qui s'est installée lourdement dans mon estomac, faisant remonter désagréablement le laksa local que j'avais mangé au dîner. Quelques jours plus tard, le poignard numérique a frappé. J'étais connecté à mon compte bancaire américain en ligne, dans l'intention de transférer des fonds, lorsque mes yeux se sont arrêtés sur une transaction récente, un dépôt massif,
inattendu, de 450 000 $. J'ai eu le souffle coupé. La ligne de mémo était austère, clinique, produit, 24 Lakeview Drive. En dessous, une autre notification que j'avais négligée, un email d'une agence immobilière dont je n'avais jamais entendu parler, Apex Property Solutions. La ligne d'objet s'est gravée dans mon cerveau, félicitations, monsieur Etanet, pour la conclusion réussie de la vente de votre propriété. Mes doigts tremblaient si violemment que j'ai laissé tomber mon téléphone, le faisant tomber sur le sol en tech poly. L'écran, lorsque je l'ai ramassé, était une toile d'araignée de fracture, un miroir horriblement précis de la façon dont mon monde venait de se briser. Les bords tranchants du verre brisé s'enfonçaient dans ma paume, la douleur physique n'étant qu'un écho lointain et insignifiant à l'explosion silencieuse qui hurlait dans ma poitrine. Des documents étaient joints à l'email, un contrat de vente, des relevés de clôture, et une procuration. Tous portaient ce qui ressemblait étrangement à ma signature. Je n'ai pas attendu. Mes mains tremblaient trop pour taper, alors j'ai utilisé des commandes vocales pour lancer un appel vidéo à mes parents. La connexion a clignoté, puis s'est stabilisée, les révélant dans leur salon familier. Maman arrangeait des fleurs dans un vase. Papa faisait semblant de lire le journal. Et Léo. Léo planait en arrière-plan, une ombre suffisante, ses yeux dardant vers l'écran avec un mélange déconcertant d'anticipation et d'arrogance. Expliquez-moi ça, ai-je réussi à dire, ma voix rauque, tenant mon téléphone endommagé devant la caméra. L'email s'affichait sur son écran fissuré. Maman, Eleanor, a levé les yeux, son expression parfaitement feinte de surprise. Ethan chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air horrible. Papa a marmonné quelque chose à propos de la mauvaise connexion. Léo s'est contenté de sourire. Le cottage, ai-je dit, ma voix prenant un ton dangereux. Apex Property Solutions. 450 000 $. Qu'est-ce que vous avez fait? La mascarade s'est effondrée. Eleanor a posé ses fleurs, son visage se durcissant en les lignes familières de l'autorité maternelle. Très bien, Ethan. Oui, nous l'avons vendu. Juste comme ça. Pas d'excuses, pas d'hésitation. La brutalité nonchalante de la chose m'a coupé le souffle. Tu as toujours gaspillé de l'argent dans des choses insignifiantes, en t'amusant avec cette vieille cabane délabrée. C'était un gouffre financier. Nous avons besoin de cet argent. La famille a besoin de cet argent pour assurer l'avenir de ton frère. La nouvelle application de Léo va être énorme, Ethan. C'est son moment. Les visages sur l'écran se sont brouillés. Est-ce cela que la famille signifiait pour eux? Une ressource à piller? Mes 12 ans de rêve, ma sueur, mon sanctuaire, une chose insignifiante, une cabane délabrée? J'ai pensé au lever de soleil que j'avais regardé depuis sa véranda, à l'appel des plongeons sur l'eau, à la sensation des vieux planchers de bois sous mes pieds nus. Chaque souvenir était un nouveau coup de poignard. Insignifiant, ai-je murmuré, ma voix se brisant sur le mot. Cette cabane, c'était 12 ans de ma vie, maman. Mon avenir. Papa a enfin parlé, sa voix faible. Ethan, c'était pour le mieux, fils. Nous devions agir vite. Léo a reçu une offre d'un investisseur, une grosse, mais elle nécessitait des fonds de contrepartie. C'était la seule solution. Léo, enhardi, est entré complètement dans le cadre, son sourire narquois s'élargissant. Détends-toi, Ethan, sérieusement. Ce n'est qu'un tas de vieux bois. Une fois que mon application aura décollé, je t'achèterai 10 cabanes minables si tu veux. Tu nous remercieras, attends de voir. La connexion est restée ouverte, mais je n'étais plus là. J'étais à la dérive, perdu dans un maelstrom de trahison. Ce n'était pas seulement la maison, l'argent. C'était la cruauté désinvolte, le rejet total et méprisant de moi, de mes rêves, de mon travail, par les personnes même qui étaient censées me chérir, me protéger. C'était leur définition de l'amour? C'était ma valeur à leurs yeux. Un moyen pour une fin, la fin de Léo. L'appel s'est terminé. Je ne me souviens pas qui a raccroché. Je suis resté assis là, dans la chaleur suffocante de Singapour, le téléphone brisé toujours à la main, jusqu'à ce que la première lumière de l'aube s'infiltre à travers les stores, grise et implacable. Et dans cette lumière froide et lugubre, quelque chose a changé en moi. L'agonie n'a pas diminué, mais elle a commencé à se cristalliser. Ce n'était pas un acte impulsif de désespoir de leur part. C'était calculé. C'était du vol, sous le couvert de la préoccupation familiale.
Un souvenir a refait surface, net et clair. Des mois avant mon voyage, après le dîner tendu où ils m'avaient pressé pour l'argent de l'application de Léo, j'avais senti un changement profond dans leur comportement. C'était la froideur dans leurs yeux lorsque j'avais expliqué avec passion pourquoi les pains murmurants signifiaient tant pour moi. Ils n'écoutaient pas, ils calculaient, leur regard glissant au-delà de moi comme si j'étais une vitrine. Chloé, avais-je dit à ma vieille amie de collège, maintenant une avocate d'entreprise à l'esprit vif, lors d'un appel téléphonique inquiet. J'ai l'impression qu'ils me voient comme un guichet automatique ambulant, et les pains murmurants sont mon coffre-fort principal. C'est comme s'ils s'y sentaient autorisés. Chloé, toujours pragmatique, n'avait pas mâché ses mots. Isole-le, Ethan. Crée un pare-feu juridique. Si tu es sérieux au sujet de cette idée de retraite, traite-la comme une entreprise, pas comme un hobby. Ensemble, au cours d'une série de réunions et de mets discrets, nous avions constitué Whispering Pine Sanctuary LLC. Le cotage, son acte de propriété, son existence légale même, a été formellement transféré d'Ethan, citoyen privé, à cette société à responsabilité limitée nouvellement créée. J'étais le seul directeur général, mais les détails de la propriété visible au public ont été délibérément obscurcis, protégés par des couches de formalités d'entreprise. J'avais même mis en place une adresse postale et un compte bancaire séparé pour la LLC. Les documents avaient semblé à l'époque un acte d'un pessimisme profond, un signe de méfiance presque paranoïaque. Qui a besoin d'une LLC pour une maison de vacances, pensais-je, un peu gêné par la précaution. Maintenant, cette paranoïa, ce piège discrètement tendu, ressemblait au seul fil de sauvetage qui me restait dans une mer de trahison. Il pensait avoir vendu la cabane d'Ethan. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'essayer de frauder une entreprise. Et cette entreprise, c'était moi. Le vol de retour aux États-Unis a été un brouillard d'air recyclé et de rage bouillonnante. Chaque heure s'écoulait lentement, alimentée par un café tiède et la répétition mentale méticuleuse de la tempête que j'allais déclencher. La douleur de leur trahison ne s'était pas émoussée, elle s'était aiguisée en une lame de rasoir de résolution. Dès que j'ai atterri, mon premier appel a été pour Chloé. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau du centre-ville, le gris et l'acier impersonnel contrastant fortement avec le bois chaleureux et les espaces ensoleillés dont je rêvais pour les pins murmurants. Chloé, calme et méthodique, a écouté pendant que je racontais l'appel vidéo, son expression se durcissant à chaque détail. Elle avait déjà reçu des copies des documents de vente frauduleux du groupe immobilier après que je les lui ai transférés depuis Singapour. Ils sont effrontés, je leur accorde ça, a-t-elle dit, tapotant un ongle parfaitement manucuré sur la procuration falsifiée. Mais aussi incroyablement stupide. Elle a confirmé qu'elle avait, conformément à notre plan d'urgence, déjà envoyé un avis préliminaire aux acheteurs involontaires, un certain monsieur et madame Henderson, et à leur agent immobilier, de la part de Whispering Pine Sanctuary LLC. L'avis était soigneusement rédigé, parlant d'un important litige de titre et d'une tentative de transfert non autorisé concernant la propriété située au 24 Lakeview Drive. Cela aurait immédiatement provoqué de la confusion, arrêtant toute transaction ultérieure et, plus important encore, empêchant mes parents d'accéder à la totalité de la somme s'ils ne l'avaient pas déjà fait. Armé d'un plan, je me suis rendu chez mes parents. La rue familière, la pelouse bien entretenue, même la boîte aux lettres légèrement tordue que j'avais redressée une douzaine de fois, tout semblait étranger. L'air de leur salon était épais d'un étrange mélange de fausse bonhomie et du goût métallique de ma fureur inexprimée. Ils avaient redécoré de nouveaux canapés moelleux, une télévision à écran plat ridiculement surdimensionnée. Une petite avance sur le succès de Léo, a gazouillé maman, les yeux brillants d'une énergie maniaque, me défiant de m'opposer. Léo était vautré sur un des nouveaux canapés, téléphone à l'oreille, faisant les 100 pas en déblatérant du jargon sur la synergie, l'acquisition d'utilisateurs et les taux de consommation. Il m'a gratifié d'un signe de tête dédaigneux. Mon père, Richard, avait juste l'air fuyant, évitant mon regard, marmonnant combien il était bon de me voir à la maison. La mascarade était presque suffocante. Le lendemain, Chloé a envoyé l'assignation officielle. Non pas à la maison de mes parents, mais à eux individuellement, demandant leur présence, ainsi que celle de Léo, à son bureau. L'entête était sobre, cabinet d'avocats Chloé Davis et associés. Objet, question juridique urgente concernant la propriété située au 24 Lakeview Drive, et un actif de Whispering Pine Sanctuary LLC. Cette entité juridique soigneusement choisie, ce nom qu'ils ne reconnaîtraient pas, a été le premier coup de semonce. Ils sont arrivés au bureau de Chloé l'air décontenancé, leur bravade initiale montrant déjà des fissures. Eleanor a essayé de prendre les choses en main immédiatement,
sa voix un peu trop forte dans la salle de conférence calme et imposante. Ethan, c'est absolument ridicule. Rappelle ta petite amie avocate. On peut discuter de ça en famille. La table antique en acajou entre nous semblait mesurer des kilomètres. Chloé, l'incarnation du calme professionnel, leur a fait signe de s'asseoir. Elle n'a pas perdu de temps en amabilité. Monsieur et Madame Monsieur Léo a-t-elle commencé, sa voix fermement calme. Nous vous avons demandé de venir ici pour discuter de la tentative de transfert non autorisée et frauduleuse d'un actif appartenant à ma cliente, Whispering Pine Sanctuary LLC. Elle a glissé un ensemble de documents reliés sur la table polie. Plus précisément, la propriété communément appelée Cottage des Pins Murmurants, située au 24 Lakeview Drive. Le visage de mon père est devenu pâle. Je ne comprends pas. Ethan possédait la maison. Nous avions une procuration. Il a cherché le document qu'ils avaient utilisé. Léo a ricané, tentant son assurance habituelle. Oui, c'est juste un truc de paperasse. Il est juste en train de faire un drame. Au contraire, a poursuivi Chloé, son regard inébranlable. Elle a désigné les documents qu'elle leur avait remis. Ce sont les actes constitutifs de Whispering Pine Sanctuary LLC, légalement déposés auprès du secrétaire d'État il y a près de 6 mois. Et ceci, a-t-elle tapoté un autre document, et l'acte enregistré officiel transférant la pleine propriété du bien situé au 24 Lakeview Drive de Monsieur Ethan et à Whispering Pine Sanctuary LLC, daté d'il y a 5 mois. Bien avant que la procuration que vous avez prétendu posséder n'ait été prétendument signée, et certainement avant cette vente frauduleuse. Elle a laissé ça s'imprégner. La propriété que vous avez tenté de vendre, Madame, n'était en fait pas un bien personnel de Monsieur Ethan et a cédé au moment de votre transaction. Elle appartient et appartenait, à tout ce moment pertinent, uniquement à une entité juridique distincte. La couleur a fui du visage d'Eleanor. Le masque soigneusement construit de la préoccupation maternelle s'effritait, révélant quelque chose de plus dur, de plus laid en dessous. Mais il est le propriétaire de cette LLC, n'est-ce pas? C'est la même chose. J'ai parlé alors, ma voix étonnamment ferme, dénuée du tremblement qui m'avait tourmenté pendant des semaines. Ce n'est pas la même chose, mère. Et plus important encore, la procuration que vous avez utilisée, ce document frauduleux, je ne l'ai jamais signé. Chloé a hoché la tête gravement. Ce qui nous amène à la question plus sérieuse de la contrefaçon. Elle a produit un autre ensemble de documents, ma déclaration sous serment indiquant que j'étais à l'étranger à la date à laquelle la procuration était censée avoir été signée et notariée, et un rapport préliminaire d'analyse graphologique forensique que j'avais commandé depuis Singapour, comparant la signature sur la procuration à mes signatures connues et vérifiées. Le rapport était accablant, mettant en évidence de nombreuses divergences indiquant une contrefaçon grossière. Mais le vrai coup de tonnerre était encore à venir. Chloé a légèrement tamisé les lumières de la salle de conférence et a allumé un grand moniteur au mur. Avant que Monsieur ne parte pour sa mission à l'étranger, a-t-elle dit, sa voix tombant dans un registre qui commandait une attention absolue, il a fait installer un nouveau système de sécurité complet dans son bureau à domicile. Cela incluait une petite caméra activée par le mouvement couvrant son bureau, où il garde occasionnellement des documents sensibles. Elle a cliqué sur une souris. L'écran s'est allumé. La séquence était claire, horodatée. Mon bureau à domicile. Mon bureau. Et puis mes parents. Eleanor, le visage tendu par la concentration, fouillait nerveusement parmi des documents sur mon bureau. Richard se tenait à côté d'elle, regardant par-dessus son épaule, tout aussi tendu. Il a trouvé un vieux document fiscal signé de ma part. Eleanor l'a pris, l'a lissé, puis a ramassé un formulaire de procuration vierge, clairement un modèle générique téléchargé sur Internet. Avec application, presque enfantinement, elle a commencé à pratiquer ma signature sur un bloc-notes, jetant des coups d'œil entre ma vraie signature et ses tentatives maladroites. Richard marmonnait des encouragements. Puis Léo est apparu dans l'embrasure de la porte, sa voix clairement captée par le microphone, tranchante et impatiente. Vous avez fini? Finissez-en. L'investisseur attend une confirmation. Le dernier plan, essayurant, était Richard récupérant un vieux tampon de notaire poussiéreux dans une mallette, probablement issu d'une de ses entreprises éteintes depuis longtemps. Et après un moment d'hésitation, l'un d'eux il était difficile de dire qui dans le mouvement légèrement flou a tamponné le document falsifié. Un souffle étouffé s'est échappé de ma mère. Mon père avait l'air de pouvoir s'évanouir, sa main serrant sa poitrine. Léo, pour une fois dans sa vie, était totalement sans voix,
la mâchoire relâchée, les yeux écarquillés par la terreur naissante. La suffisance, l'arrogance, tout cela avait disparu, remplacé par le visage brut et laid de la culpabilité. Ça, ce n'est pas. Vous ne pouvez pas, a murmuré Eleanor, sa voix se brisant non de chagrin, mais de la terreur de l'exposition. Oh, si, mère, ai-je dit, les mots comme des éclats de glace. Et je l'ai fait. Contrefaçon. Fraude immobilière. Complot en vue de commettre une fraude. Utilisation d'un sceau de notaire périmé pour une notarisation frauduleuse. Le procureur de district pourrait trouver cette séquence particulièrement éclairante. Je me suis penché en avant, mon regard se fixant sur le sien. Vous voyez, vous n'avez pas seulement essayé de vendre ma maison. Vous avez essayé de me vendre. Pour lui. J'ai jeté un regard rapide sur Léo, qui a tressailli comme s'il était frappé. Eleanor a finalement retrouvé sa voix, bien que ce fût un cri strident et désespéré. Tu fais ça à ta propre mère? À ta propre famille? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis levé alors, le mouvement lent, délibéré. Toutes les années de colère refoulée, de blessures silencieuses, de fardeaux portés pour eux se sont cristallisés en un seul point de clarté froide et dure. Tout ce que vous avez fait pour moi? Ai-je répété, ma voix basse mais portant le poids d'une vie. Ou tout ce que j'ai fait pour cette famille. Seulement pour être renvoyé, pour voir mes rêves, mon travail, mon essence même, rejetés avec désinvolture comme des choses insignifiantes? Vous n'avez pas seulement falsifié ma signature sur un bout de papier, mère, vous avez essayé de falsifier ma vie. De la plier à votre volonté, au bénéfice de Léo. Cet LLC, cette preuve, j'ai désigné l'écran, la séquence accablante, c'est moi qui reprends ma vie. Les 450 000 $ que vous avez reçus de monsieur et madame Henderson, c'est maintenant une preuve dans une affaire de fraude majeure, a ajouté Chloé, sa voix comme un dernier coup de marteau. Mon entreprise, Whispering Pine Sanctuary LLC, s'attendra à une restitution complète des dommages et des frais de justice. Et j'imagine que les Henderson s'attendront à récupérer leur argent auprès de vous. Monsieur et madame Henderson ont déjà été pleinement informés par notre cabinet du caractère frauduleux de cette transaction, a poursuivi Chloé. Leurs avocats sont, au moment où je vous parle, en train de rédiger une action civile en récupération de fonds et en dommages et intérêts substantiels. Et ils envisagent, ce qui est compréhensible, leurs options concernant les plaintes pénales. Le silence qui a suivi n'a été brisé que par la respiration saccadée de mon père. Les rôles n'avaient pas seulement été inversés, ils avaient été anéantis. Les conséquences immédiates dans la salle de conférence de Chloé ont été le chaos pur, un contraste saisissant avec le calme calculé de notre présentation. Eleanor, son visage masqué par l'incrédulité et la fureur, est passé de l'indignation aux supplications désespérées et larmoyantes en l'espace de quelques minutes. Ethan, tu ne peux pas faire ça. Nous serons ruinés. Pense à la santé de ton père. Pense au scandale. Sa voix, d'habitude si contrôlée, s'est fissurée d'une panique brute que je n'avais jamais entendue auparavant. Richard, affalé sur sa chaise, ressemblait à un homme brisé, le visage livide, les yeux dartant entre moi et Chloé comme s'il cherchait une issue qui n'existait pas. Léo, fidèle à lui-même, a été le premier à s'en prendre, sa terreur se manifestant par l'agression. Tu nous as piégés. A-t-il craché, la voix tremblante. Tu as toujours été jaloux de mon potentiel. Tu voulais me voir échouer. J'ai rencontré son regard, le mien étonnamment ferme. L'ancienne piqûre de ses accusations, le trait familier de son envie, ne trouvait plus d'adhérence. Vous vous êtes piégé vous-même, Léo, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Votre avidité, votre sentiment d'autorisation, la volonté de maman et papa de sacrifier n'importe qui et n'importe quoi pour votre potentiel. J'ai juste construit un pare-feu. Vous étiez tous trop arrogants, trop égocentriques, pour même le remarquer. Chloé est intervenue alors, son professionnalisme étant une encre nécessaire dans la tempête émotionnelle. Elle a calmement exposé les réalités juridiques immédiates. L'action civile des Henderson était maintenant une certitude. Les fonds qu'ils avaient reçus étaient le produit d'une fraude et seraient poursuivis vigoureusement. Les accusations criminelles de contrefaçon, de fraude électronique et de fraude postale étaient hautement probables, en particulier compte tenu des preuves vidéo irréfutables. Ils devaient retenir immédiatement des avocats compétents. Il n'y aurait pas moyen de faire disparaître cela. Les jours qui ont suivi ont été un flou de correspondance juridique et de silence de pierre de la part de mes parents. Les Henderson,
un couple de retraités qui avaient investi leurs économies de toute une vie dans ce qu'ils croyaient être la maison de leur rêve au bord du lac, étaient naturellement dévastés et furieux. Leurs avocats ont agi rapidement. Mes parents, j'ai appris par le circuit juridique, avaient réussi à dépenser une partie importante de la compte initiale, principalement dans l'entreprise de Léo, qui n'avait bien sûr aucun produit réel ni plan viable. Cela n'a fait qu'aggraver leur bourbier financier et juridique. L'image soigneusement entretenue que mes parents avaient cultivée dans leur communauté a commencé à s'effondrer. Les nouvelles, même lorsqu'elles sont soigneusement gérées par Chloé pour protéger principalement mes intérêts tout en exposant la vérité, ont une façon de s'infiltrer. Les murmures se sont transformés en halètements d'incrédulité parmi leur cercle social, leur groupe d'église, la famille élargie. La honte, j'imagine, a été un lourd fardeau pour Eleanor, une femme qui accordait de l'importance aux apparences par-dessus presque tout. Ils ont essayé, bien sûr. Des messages vocaux désespérés, des SMS larmoyants remplis de tentatives de culpabilisation et d'accusation. Comment peux-tu être si cruel, Ethan? Maman avait gémi dans un message. Nous sommes ta famille. Nous allons tout perdre. Mon père a envoyé un email décousu, plaidant pour le pardon, pour un prêt, pour que j'intervienne d'une manière ou d'une autre et arrête l'avalanche juridique. Chaque message était une nouvelle tentative de me ramener dans leur orbite dysfonctionnelle, de me rendre responsable des conséquences de leurs actes. Ma poitrine était douloureuse d'un membre fantôme de devoir familial, cet instinct profondément ancré de réparer leurs bêtises, d'absorber leur douleur, comme je l'avais toujours fait. Pendant un bref instant, j'ai vacillé, l'image du visage brisé de mon père, du désarroi de ma mère tirant sur quelque chose de vieux et de vulnérable en moi. Mais ensuite, j'ai regardé l'aquarelle sereine des pins murmurants que Chloé m'avait offerte, maintenant accrochée dans mon appartement, et je me suis souvenu du calcul froid dans leurs yeux lors de cet appel vidéo. Je me suis souvenu du ricanement de Léo. Non, ai-je murmuré à la pièce vide. Pas cette fois. Cette fois, la douleur, les conséquences, étaient les leurs à assumer. J'ai chargé Chloé de gérer toutes les communications. J'ai changé de numéro. Ce fut une rupture douloureuse, brutale, comme l'amputation d'un membre gangreneux pour sauver le tout. Pendant cette période tumultueuse, une bouée de sauvetage a émergé d'un endroit inattendu, ma tante Carole, la sœur cadette de ma mère, une femme pragmatique et sans chichi qui avait toujours gardé une légère distance par rapport au drame d'Eleanor, m'a contacté. Elle avait entendu les rumeurs de plus en plus folles et m'a appelé directement. Je lui ai tout raconté, la vérité sans phare. Elle a écouté patiemment, sans interruption. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Ethan, a-t-elle finalement dit, sa voix empreinte d'une tristesse tranquille. Ta mère a toujours eu un angle mort en ce qui concerne Léo, et elle t'a toujours considéré comme le capable, celui qui allait tout absorber. Je suis tellement désolé qu'il ait fallu quelque chose d'aussi dévastateur pour que tu mettes enfin des limites. Sa validation, sa compréhension tranquille, a été un baume pour une blessure dont je n'avais pas réalisé qu'elle était si profonde. C'était le début d'un nouveau type de lien familial, un lien construit sur l'honnêteté, pas sur l'obligation. Finalement, la poussière juridique a commencé à se calmer. Whispering Pine Sanctuary LLC, mon entreprise, a formellement et indiscutablement réaffirmé sa propriété du cottage. Les Anderson, avec l'aide de Chloé pour démêler le gâchis, ont finalement obtenu un jugement contre mes parents pour le montant total qu'ils avaient payé, plus les dommages et intérêts et les frais de justice. Mes parents ont été forcés de vendre leur propre maison, celle où j'avais grandi, celle remplie de tant de souvenirs compliqués, pour rembourser la dette. Ils ont déménagé dans un petit appartement en location. L'application de génie de Léo, privée de son financement illicite, a disparu comme la brume matinale. Il a été forcé de prendre un travail banal de 9 à 5, le genre qu'il avait toujours dédaigné, son amertume étant un nuage palpable autour de lui. Des accusations criminelles ont finalement été déposées, mais compte tenu de leur âge et de la santé déclinante de Richard, mes parents ont plaidé coupables de délits mineurs, recevant de lourdes amendes, une mise à l'épreuve et un suivi psychologique obligatoire. Il n'y a pas eu de prison, mais leur vie telle qu'ils les connaissaient ont été irrévocablement altérées. Ma première visite de retour au pain murmurant après tout cela a été lourde. L'odeur de pain et de terre humide était toujours là, l'appel des plongeons résonnait toujours sur le lac, mais l'air à l'intérieur du cottage semblait vicié, contaminé par l'odeur fantôme de leur trahison. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissant la brise fraîche du lac balayer, emportant plus que de la simple poussière. J'ai parcouru la propriété, ma main traînant le long du bois chaud et ensoleillé de la terrasse que j'avais construite planche par planche.
Ce n'était plus seulement un rêve, c'était un monument à ma résilience, à mon moi retrouvé. Les plans pour l'éco-retraite étaient de nouveau d'actualité, mais avec un sens plus profond et plus profond. Ce serait un sanctuaire, oui, mais aussi un témoignage de la force que l'on trouve en se choisissant soi-même. Les cicatrices demeurent, bien sûr. La trahison par son propre sang laisse une marque qui s'estompe mais ne disparaît jamais complètement. C'est une douleur sourde les jours de pluie, une ombre qui vacille au bord de la mémoire pendant les vacances en famille auxquelles je ne participe plus de la même manière. Mais je construis quelque chose de nouveau, pas seulement avec du bois et de la pierre au pain murmurant, mais en moi-même. J'ai appris que non est une phrase complète, et que les limites, fermes et appliquées avec amour, sont la plus vraie expression du respect de soi. Mon ancien angle mort, ce désir désespéré et enfantin de leur approbation, de leur acceptation, il est toujours là, une cicatrice faible, presque invisible. Mais il ne dicte plus mon chemin. Je trouve mon approbation en moi-même maintenant, dans la satisfaction tranquille du travail bien fait, dans les liens sincères que je forge avec des gens comme Chloé, comme tante Carole, des gens qui me voient, me valorisent pour qui je suis vraiment. La trahison par la famille coupe jusqu'à l'os, mais j'ai appris qu'elle peut aussi creuser un espace en vous, un endroit évidé où un moi plus fort et plus authentique peut enfin prendre racine et émerger. Le coût de cette excavation est indéniablement élevé, mais la liberté que l'on trouve de l'autre côté, la vue claire et dégagée de son propre chemin, cela, j'ai découvert que c'est absolument inestimable. Avez-vous déjà été forcé de choisir entre votre famille et votre propre survie ou votre santé mentale? Comment avez-vous trouvé la force de fixer vos limites, et qu'avez-vous construit de l'autre côté? Je serais intéressé d'entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous.